Bonsoir à tous. À quoi sert un oiseau? Avons-nous besoin de son chant le matin? Avons-nous besoin des couleurs de ses plumes dans nos forêts? Avons-nous besoin de la poésie des oiseaux dans nos vies? C'est de leur disparition dont il est question ce soir. La mort des oiseaux est massive et rapide, plus qu'ailleurs, dans l'indifférence générale, hélas. Quelques hirondelles de moins, oui, et alors? Il y a sans doute d'autres problèmes, plus graves en matière d'environnement. Eh bien non, détrompez-vous, les oiseaux sont indispensables au bon fonctionnement de la nature, à la régulation des insectes par exemple. Et surtout, le silence des oiseaux est l'indicateur d'un dérèglement majeur de notre monde. Malheureusement, les oiseaux mobilisent peu. Une hirondelle qui dépérit est moins spectaculaire qu'un ours polaire affamé à la dérive. Les raisons de ce désastre sont connues. Pression démographique, morcellement du territoire, usage massif des pesticides. Il y a aussi l'indifférence coupable de la classe politique et de nous tous, les électeurs, qui avons tant de peine à mettre la pression et exiger la biodiversité dans l'agenda de nos élus. Il n'y a aucun chant. Oh, il ne répond plus. Vous entendez des... Alors justement, écoutez, vous entendez le silence. Il n'y a rien d'autre. Un merle qui chante dans la forêt proche. Si je me tourne ici, j'avais l'alouette des champs, proche. Je viens ici, vous avez un champ de maïs, c'est totalement mort parce qu'en fait, il n'y a pas assez de verdure, il y a peu de couverture au sol. Et l'alouette chantait ici, elle chantait là, elle chantait plus loin encore. Et il y avait dans l'espace ici autour de nous, il y avait 4 à 5 chanteurs. Donc on appelle territoire d'alouette. C'est très trompeur parce qu'en fait, c'est toujours vert, c'est très vert. Mais ce n'est pas le même vert qu'il y a 60 ans, ou 70 si on veut. C'est un vert très sympathique, mais qui est presque inutile pour la vie faune. Georges Gilliéron, c'est la mémoire des oiseaux. Il était instituteur, il est toujours ornithologue amateur passionné. Dans ses champs à Noville, près de Villeneuve, il a compté ses premiers oiseaux dès l'âge de 15 ans. Je prends ici par exemple le 10 mai 53, premier printemps où j'ai observé dans cette région. Rouge-queue à front blanc, plusieurs. J'ai ici locustel tacheté, oiseau qui a disparu des grangettes depuis beaucoup d'années. J'avais mis pudiquement plusieurs. Oui. Mais après, on a rousserolle turdoïde, qui est une grande fauvette des roseaux, nombreuse. Rousserolle effarbate, nombreuse. Fauvette à tête noire, nombreuse. Fauvette grisette, nombreuse. Alors qu'elle a disparu totalement de la plaine ici. Tout est à l'avenant. Je ne suis pas allé très loin pour mon observation. C'est peut-être un avantage, c'est que je vois beaucoup plus l'évolution des espèces dans une zone comme celle-ci. Partout, toutes les espèces plus rares, trop liées à un milieu spécifique, vont disparaître. Bon, au final, il faudra choisir. Soit il restera quelques animaux ou bien l'homme. Il risque bien d'y avoir bientôt plus que l'homme sur cette terre. Aujourd'hui, presque 40% des oiseaux des champs sont en déclin. 40% de pertes chez ces espèces qui, fut un temps, étaient fréquentes sur le plateau suisse. Pour certaines espèces, comme l'alouette des champs ou le tarier des prés, le déclin des individus est de l'ordre de 40 à 60%. Ça veut dire que c'est massif? C'est très massif. Est-ce que c'est inquiétant? Je dirais que cela reflète la manière dont nous traitons la nature, l'environnement, et la manière dont l'agriculture a été intensifiée. Cela veut dire que c'est un phénomène vraiment très inquiétant. Un bon exemple de cette empreinte de l'homme sur l'environnement, c'est la plaine de l'Orbe. On se trouve à peu près à 600 mètres d'altitude. On trouve encore des belles prairies fleuries comme ici, mais simplement, il n'y a plus d'oiseaux. On entend encore des grillons, quelques insectes, mais la fauche précoce en fait, interdit aux oiseaux de nidifier. Ornithologue professionnel, Lionel Montmarie s'est longtemps battu pour préserver l'habitat d'espèces particulières, comme par exemple le râle des genêts,
victime des fauches printanières et désormais au bord de l'extinction. La plupart des mâles que j'ai capturés en fait, avaient les doigts ou les pattes coupées, sectionnées vraiment nettes, typiquement par une faucheuse. Et les femelles, elles se font carrément tuer sur le nid. Petit à petit, les oiseaux disparaissent. Et puis un peu dans l'indifférence générale. De toute façon, les gens ne les connaissent pas. Qui connaît le taille des prés, qui connaît la bécassine des marais, qui connaît le courlis cendré, qui connaît le vanneau huppé. Tout le monde s'en fout qu'on a perdu 3 espèces de pie-grièches. Il n'y a que les ornithologues qui savent ça. En fait, c'est une disparition qui est totalement silencieuse. Si les oiseaux déclinent, il faut considérer que c'est un signal d'alarme. C'est comme si vous avez la fièvre. Ça veut dire que vous n'êtes pas bien, c'est que quelque chose dans votre organisme se détraque et qu'on doit prendre en compte le fait d'avoir de la fièvre. Et les oiseaux qui sont des thermomètres ou des baromètres de notre environnement, eh bien c'est la même chose. Si les oiseaux déclinent, c'est que finalement nos modes de vie sont incompatibles avec leur présence. Pour ces défenseurs de la nature, c'est avant tout notre modèle agricole qui pose problème. Un modèle conçu pour augmenter les rendements et dépendant largement des produits chimiques. Pourtant, cela fait bien 50 ans que l'on connaît les risques liés à l'utilisation des engrais et des pesticides. C'est aux États-Unis, au début des années 60, qu'une biologiste a commencé à alerter le monde grâce à son livre « Le printemps silencieux ». CBS reports the silent spring of Rachel Carson. On pulvérise partout des produits chimiques. Des produits chimiques non sélectifs qui ont le pouvoir de tuer chaque insecte, les bons et les mauvais, de faire taire les oiseaux, de stopper les poissons dans nos rivières, tout ça juste pour détruire quelques mauvaises herbes et quelques ravageurs. Rachel Carson émeut l'Amérique tout entière en dénonçant publiquement les effets toxiques des pesticides de synthèse comme le DDT. C'est un choc car à l'époque, cet insecticide est considéré comme un produit miracle. Inventé par le fabricant bâlois Geigy, il est utilisé dans le monde entier pour combattre les moustiques, les poux, les hannetons, tous les insectes non désirés. Problème, il est bien plus dangereux que ceux que prétendent ses fabricants. Ce fut un printemps sans voix. À l'époque, à la fin des années 50, les États-Unis étaient un gros producteur de DDT, ce fameux pesticide qui a en fait tant de ravages dans toutes les chaînes alimentaires. Vous savez que ce poison se concentrait dans les chaînes alimentaires et les oiseaux, notamment, qui étaient au bout de ces chaînes alimentaires, étaient victimes d'empoisonnement au DDT. Le monde commence à réaliser que la chimie n'amène pas que des progrès. Le DDT sera progressivement interdit partout, dès les années 70. Mais cela n'arrête en rien la production de nouvelles générations de pesticides. Dans les années 90 apparaissent les néonicotinoïdes. Appliqués autour des semences, ils pénètrent dans la plante au fur et à mesure de sa croissance. En quelque sorte, la plante devient elle-même un insecticide et la substance peut se disséminer dans la nature. Première touchée, les abeilles. Ça fait des décennies qu'on travaille sur l'effet des néonicotinoïdes sur les abeilles. On a des effets sur la reproduction, on a des effets sur le système immunitaire. Et ce qu'on commence à réaliser, c'est que ces effets documentés depuis pas mal de temps sur les abeilles domestiques, on les retrouve dans différents compartiments de l'agroécosystème. Donc on a d'autres organismes, on a des mammifères, on peut avoir des oiseaux, on peut avoir des reptiles, on peut avoir des organismes aquatiques qui présentent le même genre de symptômes quand ils sont face à ces néonicotinoïdes. Donc une situation très inquiétante. À l'université de Neuchâtel, Alexandre Eby s'intéresse en particulier aux néonicotinoïdes. Ils sont très puissants, même à faible dose. On estime que quelques grammes peuvent être 5 à 10 000 fois plus toxiques que le DDT. Je lisais Silent Spring de Rachel Carson il y a quelque temps. J'étais effrayé de réaliser à quel point on répétait les mêmes erreurs. On a des néonicotinoïdes dont on sait qu'ils sont problématiques pour les oiseaux, pour les insectes. Malgré tout, malgré des décennies de recherche, on continue de les utiliser.
On va gentiment vers des signes d'amélioration. On a une interdiction de quelques-unes de ces molécules, mais on est bien loin d'interdire le principe actif de ces pesticides de synthèse qui s'attaquent au système nerveux de ces insectes de manière apparemment pas ciblée. Fin avril 2018, suivant la décision de l'Union européenne, Berne interdit 3 de ces néonicotinoïdes. Un premier pas dans une Suisse encore accro aux pesticides, tout type confondu, du soufre jusqu'au glyphosate. Dans la famille Schwab, on en est à la 5e génération de paysans. Pas de bio ici, on traite les plantes quand il le faut, avec de la chimie. L'exploitation fait plus de 40 hectares dans la région des Trois-Lacs. Grâce à cette machine, on peut choisir le dosage des produits pour pulvériser de façon précise. Je sais en tout temps à quelle vitesse roule le tracteur. Je sais combien il me reste de produits. On me dit aussi où rouler, au mètre près. Comme ça, je peux répondre la dose exacte. On répand déjà 20% de chimie en moins grâce à cette technique. Peter Schwab cultive des pommes de terre et plusieurs sortes de légumes pour des fabricants alimentaires et des grands distributeurs. Au final, les légumes doivent être top. Sinon, la grande distribution ne les prend pas? La question ne se pose même pas. Bien sûr, quand je discute avec les grands distributeurs, au début, on me pose la question sur comment je cultive mes légumes. Mais quand je livre, plus de questions, ça doit être parfait. Une mouche ou un défaut, et toute la livraison est renvoyée. Il va bientôt remettre l'exploitation à son fils Roger. Ok, je vais chercher Martin à l'école et on va contrôler le champ avec les vanneaux. À notre époque, la formation dans les écoles d'agriculture était totalement orientée vers la production. Totalement vers la production, avec la chimie. Et il fallait faire toujours plus grand et toujours plus vite. Aujourd'hui, on remet ça en question. Dans les cours destinés aux chefs d'exploitation que mon fils a suivis, on leur apprend à lier l'écologie avec l'agriculture intensive. C'est quelque chose de nouveau et c'est juste que cela se passe ainsi. Ce n'est pas une mode, c'est quelque chose qui doit être comme ça. On le sait bien nous-mêmes. Pour nous, sur notre ferme, cela veut dire trouver un équilibre entre la production, une production parfaite, et la protection de la nature. Ce n'est pas très simple. Pas simple, mais les Schwab ont voulu essayer dans ce champ. Depuis 2 ans, ils collaborent avec BirdLife pour sauver une espèce menacée d'extinction, les vanneaux huppés. Plusieurs couples ont choisi les betteraves des Schwab pour installer leur nid. Bonjour, monsieur Schwab. Bonjour. Je suis le directeur roman de BirdLife. Salut. Salut, moi c'est François. Et toi? Martin, freut mich, Martin. Vous êtes satisfait jusqu'à présent? Oui, on est très contents. Il y a eu des problèmes avec la première nichée, ça n'a pas marché, mais la deuxième couvée a été un vrai succès. Il faut éviter que les nids et leurs occupants soient écrasés lors des travaux des champs et éloigner les oisillons lors des pulvérisations de pesticides. Cela demande juste plus de temps et de coordination aux agriculteurs. C'est quelque chose de très nouveau pour nous. Avant l'année passée, on ne connaissait pas les vanneaux. Les oiseaux en général, on ne les connaît pas très bien, parce qu'on n'a pas trop à faire avec eux dans notre métier. On connaît les moineaux, les hirondelles, mais ces oiseaux spéciaux comme les vanneaux, on ne les connaissait pas. Et pour votre exploitation, c'est un problème ou une chance? C'est intéressant, c'est un peu des deux. C'est une chance et parfois, c'est des efforts. Mais dans l'ensemble, la collaboration marche bien. Pour nous, c'est passionnant. J'ai plus appris sur les oiseaux ces 2 dernières années qu'en 18 ans.
Presque un travail d'urgentiste, mais entre-temps, près de 20 à 25 couples de vanneaux sont revenus dans la région. Moi, ça me préoccupe quand on dit de nous qu'on serait les pollueurs de la nation, qu'on se ficherait de la protection de la nature. Ce n'est pas comme ça. Bien sûr, dans l'agriculture, avec ses développements très rapides, peut-être trop rapides, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Mais qui n'a jamais fait d'erreur ? Mais des décennies d'utilisation de pesticides, cela fait forcément des ravages. Pour la première fois, fin 2017, des scientifiques ont chiffré le déclin des insectes ces 30 dernières années dans plusieurs régions d'Allemagne. Il est en moyenne de 76%, un chiffre choc qui pourrait aussi correspondre à la réalité suisse. Si les insectes disparaissent, évidemment les oiseaux qui s'en nourrissent disparaissent derrière. Or, c'est pas pour des gens très très jeunes, mais pour des gens qui ont moins de 50 ans, eh bien il suffit qu'ils se souviennent des pare-brises d'il y a 20 ou 30 ans. En été, la nuit, il suffisait qu'on parcourt 150 km pour devoir nettoyer son pare-brise. Il était maculé d'insectes. Aujourd'hui, vous allez, je ne sais pas, la nuit de Zurich à Genève, vous n'aurez pas à vous arrêter. Il y a 2-3 moustiques suicidaires qui sont payés votre pare-brise, mais c'est tout à fait minimal. Ça, c'est un indicateur sensible. Dominique Bourg est philosophe spécialisé dans les questions écologiques et de développement durable. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les extinctions passées, elles se déroulent sur des centaines de milliers d'années. C'est des phénomènes extrêmement lents. Là, on a un phénomène totalement accéléré. Si on regarde maintenant, alors on a déjà un effondrement des populations. Au-delà des oiseaux, si je prends les vertébrés en général, eh bien, si vous voulez, d'après nos dernières études, en gros, durant les 30 dernières années, c'est 57% des populations sauvages, de façon générale, qui ont disparu. Donc, en fait, on est dans un phénomène qui est affolant, qui est alarmant. C'est pas faire de l'alarmisme, faut pas être stupide, c'est alarmant, ça ne s'est jamais produit, et on sait quel est le responsable, c'est nous. C'est vrai que nous prenons beaucoup de place, nous les humains, au détriment d'autres espèces. En Suisse, on fait encore moins bien que nos voisins. 79% des reptiles, 62% des amphibiens, 36% des mammifères sont en voie de disparition. Ce n'est guère mieux du côté végétal. Les plantes, les mousses, les sols souffrent aussi. C'est un appauvrissement massif. Pratiquement un milieu naturel sur 2 est menacé d'extinction en Suisse. Forcément, les espèces qui y vivent vont moins bien. Et c'est de leur survie dont il est question aujourd'hui. Pour réaliser un constat sur la biodiversité au niveau suisse, on va plutôt regarder les listes rouges. Donc ces listes qui visent à donner le niveau de menace des espèces. Et effectivement, en Suisse, on a en moyenne plus d'espèces sur la liste rouge que dans les pays voisins. Pour vous donner un ordre d'idée, on a environ un tiers des espèces qui ont été étudiées qui sont menacées plus ou moins fortement d'extinction en Suisse. Ce ne sont pas que de quelques animaux, de quelques plantes dont il s'agit. Nous aussi, humains, dépendons d'une nature en état de fonctionner avec tous ses composants pour notre survie. On dépend de la biodiversité à plusieurs niveaux. La biodiversité, elle va nous fournir ce qu'on appelle des services écosystémiques. Alors, qu'est-ce que c'est un service écosystémique ? C'est finalement toute chose dont on va profiter qui a une origine naturelle. Par exemple, l'air pur. On a tendance à oublier que c'est grâce à la photosynthèse qu'on a de l'oxygène dans l'air, la photosynthèse faite par les plantes, qui va nous permettre de respirer. Il y a énormément de ces services écosystémiques. La fertilité des sols, par exemple. Un sol, si on le laisse sans vie, en fait, il va finalement devenir stérile parce qu'il n'y a pas les processus qui vont créer l'humus, qui vont créer la fertilité du sol. Donc vraiment, d'une manière très fondamentale, on a besoin de cette biodiversité pour continuer à maintenir en fait, tous ces services qui sont indispensables à la vie sur Terre. La protection de la nature et des oiseaux fait partie d'une stratégie nationale pour la biodiversité élaborée en 2009.
Mais cette stratégie n'a été transformée en plan d'action que 8 ans plus tard. Également critiquées pour leur manque d'efficacité, les mesures de promotion de la biodiversité dans l'agriculture. La règle est simple, les agriculteurs bénéficient de subventions de la Confédération, c'est ce qu'on appelle des paiements directs, s'ils réservent une partie de leurs terres à la protection de la nature. Bonjour, je vous présente là, on a nos jachères, c'est une parcelle de nos jachères, elle est située tout près de la forêt, en lisière. Et au printemps, on va la hercer, juste une fois pour essayer de planifier un petit peu le terrain. Et ensuite, on va la faucher maximum 2 fois dans l'année. Ce que j'ai remarqué maintenant depuis plusieurs années, c'est qu'elle a toujours plus de fleurs qui se développent comme ça, parce qu'on ne met rien, on ne met ni engrais, ni sulfat, on ne met rien du tout. C'est une parcelle qui reste comme ça. Isabelle Sommer est une maraîchère de la région du Grand Marais, près du lac de Morat. Ces surfaces non cultivées représentent environ 4% de son domaine de 45 hectares. C'est une jachère qui est imposée par les paiements directs? Voilà, c'est une jachère qui est imposée suivant la grandeur du domaine. Ce n'est pas vraiment des parcelles qui sont pratiques pour travailler sur les légumes ou les choses comme ça. Parce que d'un côté, on a la route, de l'autre côté, on a la forêt. C'est assez petit, c'est assez étroit. Alors, je trouve plus adapté pour ce genre de travail en jachère que d'autres cultures. Et là, tout d'un coup, il y a des papillons, des insectes. Eh bien voilà, on observe, on a des abeilles, on a aussi des papillons, d'autres insectes. On a même des sangliers, des chevreuils, des renards qui font leur vie là-dedans. La nature est très très active. Sitôt qu'on laisse un champ ou une parcelle quelques années un petit peu en paix, tout de suite elle va reprendre le dessus, elle va tout de suite s'imposer et puis montrer qu'elle est quand même plus forte que nous. Chaque année, pour ce type de mesure, la Confédération verse 400 millions de francs aux agriculteurs, soit 14% de l'ensemble des paiements directs. Cela fait plus de 20 ans que ce programme est en place et pourtant la qualité des surfaces de jachère n'est pas encore suffisante. Beaucoup trop d'indicateurs de la biodiversité sont encore au rouge. À se demander si la Confédération en fait assez. Alors, à mon avis, c'est beaucoup, 400 millions, c'est un montant. Imaginez-vous, 400 millions par an, c'est une grande somme. C'est une grande somme, mais... Et la priorité pour l'agriculture, ça doit quand même être produire de la nourriture. C'est le travail primordial pour les paysans et pas protéger les oiseaux. Alors, je pense cette somme est assez grande pour organiser l'agriculture qui prend connaissance, qu'ils ont aussi une responsabilité pour les animaux et pour le terrain, pour l'environnement général. Et ils le font. On ne peut pas dire qu'ils sont contre la biodiversité. C'est une grande source et ils font beaucoup, les paysans. Mais on n'y est pas encore. Les projets de conservation avec des agriculteurs sont peu nombreux. L'un d'entre eux se trouve dans la campagne genevoise, tout près d'où habite Philippe Roch, ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement. Je trouve que l'agriculture, en tout cas celle que je vois autour de moi, elle progresse. Dans les 20 ou 30 ou 40 dernières années où je suis là, elle est mieux qu'avant. Il y en a encore qui utilisent trop d'herbicides, il y a encore des défauts. Mais en gros, il y a plus de nature ici qu'il y en avait il y a 40 ans, et il y a des espèces qui sont revenues. Grâce à des mesures simples, comme des petites bandes non cultivées, des oiseaux menacés sont revenus nicher, à l'exemple du tarier pâtre, de l'Hippolaïs polyglotte et de la fauvette grisette. Ça fonctionne très bien, c'est magnifique ce qui a été fait là, il faut continuer. Non seulement on a ces surfaces protégées, mais elles sont connectées, elles sont réparties de manière intelligente. Et là, on voit déjà assez rapidement des progrès. Il faudra du temps. Et puis, je vous rappelle encore qu'on a beau faire tout ce qu'on veut dans la zone agricole, si à côté on continue de bétonner la moitié du pays, on ne va pas y arriver. Mais ce n'est pas que l'agriculture.
Et encore, pour l'agriculture, on connaît les solutions et il faut soutenir ces paysans. Mais il faut aussi arrêter cette croissance de fou. Philippe Roch est connu pour ses positions bien tranchées. Homme de conviction, il travaille sans relâche sur la problématique d'une croissance déconnectée de la nature. Ce modèle n'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas croître de manière continue dans un monde limité. C'est impossible. C'est une illusion de croire qu'on va continuer. Donc il y a bien un moment donné, il faudra s'arrêter. Et ce serait mieux de s'arrêter avant que ce soit la nature qui nous arrête, en disant il n'y a plus d'eau propre, il n'y a plus rien à manger, puis vous allez vous massacrer le voisin pour lui piquer la dernière tranche de jambon. La sagesse voudrait qu'on cherche une vie équilibrée avec la nature, plutôt que ce système de compétition et de croissance qui est une absurdité. Je ne pense pas qu'on peut se permettre que la croissance devienne un objectif qu'on ne veut pas atteindre. Mais croissance ne veut pas seulement dire grandir. Croissance ne veut pas dire bétonner la Suisse. Il faut avoir une croissance de qualité avec l'idée de la durabilité et pas seulement les effets à court terme qui sont bons pour l'économie. Ça me tient au cœur et ça prend beaucoup de temps. Et pour cela, il faut vraiment avoir la population derrière qui dit aussi à la politique, ça suffit. Il n'y a pas foule encore qui crie sa révolte. Mais de petits projets, de petits gestes commencent à émerger partout en Suisse romande. Regardez ce quartier de villa près de Fribourg avec leurs jardins, leurs gazons, toutes semblables, sauf une. Nous sommes chez les Gremeaux, une famille qui a osé remettre en question le dogme du propre en ordre. Au départ, on a fait donc un gazon, comme tout le monde. On scarifiait printemps, automne, on mettait de l'engrais. Et puis, un beau jour, je me suis dit, non mais là, stop, ça suffit. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens folle? Ou bien, on était à quatre pattes en train d'arracher toutes les pâquerettes, les trèfles, parce qu'on avait cette idée que les trèfles, ça amenait les abeilles, donc ça piquait les pieds des enfants. Et finalement, moi je viens d'un milieu où on avait des ruches et on n'était pas plus piqués que d'autres enfants. Donc on a décidé un beau jour, on arrête tout ça, on laisse venir ce qui va venir, et ça change. On a beaucoup d'insectes qui viennent et évidemment tous les insectivores avec eux. Avec ces insectes, on a les mésanges qui nichent. Grâce à ça, on a aussi toutes les hirondelles qui passent dans le quartier avec ça. Chez les Gremeaux, on aime les hirondelles, beaucoup même. Il y a 22 nids, tous occupés, et tant pis pour les salissures. Je trouve qu'elles ont un petit côté un peu mystique, magique. Elles viennent de si loin, elles retrouvent leur endroit, leur maison. Je trouve assez fabuleux. L'année passée, on a installé des panneaux photovoltaïques. On a eu très peur qu'elles ne reconnaissent pas la maison. Et finalement, pour elles, ça n'avait aucune importance. Elles ont retrouvé directement leur nid. Autre combat, celui de Lionel Montmarie, l'ornithologue professionnel. Il bataille un peu partout pour sauvegarder ou recréer des habitats pour les oiseaux. Dans ce coin de la vallée de Joux, il a milité pour qu'il reste quelques mètres de prairies non fauchées. Donc ici, on se trouve au bord du cours supérieur de l'Orbe, qui s'écoule juste là. Et de chaque côté de la rivière, il y a une bande de 5 à 10 mètres de large qui n'est plus fauchée depuis une dizaine d'années. Et c'est grâce à cette bande qu'on trouve les derniers couples de Tarier des Prés. On trouve aussi la rousserolle verderolle, le pipi de Farlouse, encore quelques-uns, le bruyon des roseaux également. C'est finalement le canton qui a imposé ces bordures aux agriculteurs. Mais la bataille n'est pas gagnée dans la vallée. Un peu plus loin, nous sommes sur les terres de la commune du Cheny, où l'on entretient avec beaucoup de zèle la passerelle pour piétons. La commune veut éviter le pourrissement du bois et rassurer les mamans avec leurs poussettes. Ça me met hors de moi. C'est insupportable, ce genre de choses. On peut entretenir les chemins, bien sûr, mais on ne le fait pas en pleine période de nidification. On peut le faire en septembre, octobre, une fois que les oiseaux sont partis. Bonjour.
Pourtant, on est en plein site marécageux, enfin, on est au bord d'une réserve naturelle. C'est simplement des mesures de propre ordre, de commodité, qui n'ont aucune autre justification. Il y a encore quelques décennies en arrière, les prés étaient fauchés en été. C'était encore fait imparfaitement, disons, on le faisait des fois à la main. Il y avait souvent des petits bouts qui restaient et ça suffit. Ça suffit pour que les oiseaux se réfugient dans ces petites zones non fauchées. Il faut qu'on laisse simplement un tout petit peu d'espace pour les oiseaux, qu'on n'essaie pas d'exploiter jusqu'au dernier mètre carré. On disait à l'époque, les paysans disaient qu'ils laissaient un petit coin pour laisser danser les fées. Ben, c'est exactement ça qui manque actuellement. Cela suffira-t-il? Il est déjà minuit moins 5 pour les oiseaux des champs. Rappelez-vous, chez nous, il y a près de 40% d'espèces sur la liste rouge, 3 fois plus que dans le monde. Pour le climat, la biodiversité, le problème, c'est pas simplement qu'on n'agisse pas, c'est qu'en n'agissant pas, on se ferme les fenêtres futures d'action. Par exemple, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, on a une accélération massive du rythme de disparition des espèces par rapport à ce qui existait dans l'histoire de la Terre. Ok, mais une fois qu'une espèce a disparu, ben vous ne pouvez pas la reproduire. Aujourd'hui, on crée des destructions dont les effets sont très long cours. Elles sont irréversibles. Ça devrait nous inquiéter au premier chef. Or, ça ne nous empêche pas de dormir. Attendez, alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas faire. Mais on ne peut pas faire à la marge. On doit faire de façon puissante et systémique. Puisque c'est tout notre système qui s'est construit pendant des siècles qui débouche là-dessus. Vous pensez bien qu'on ne peut pas changer à la marge. C'est vraiment le cœur du système qu'on va changer. Et c'est très compliqué. Alors nous autres, qui vivons souvent déconnectés de la nature, une nature essentielle à notre survie, ne devrions-nous pas recommencer tout au début? Prendre le temps, dans les quelques zones protégées qui subsistent, de regarder et d'apprendre. Ce matin, j'ai vu ce qui m'a fait très plaisir, le gobe-mouche noir, qui est un oiseau qui souffre beaucoup de la disparition des insectes. J'ai vu le pic-et-pêche, j'ai entendu le pic noir, j'ai vu le roitelet, j'ai vu passer le milan noir, mais j'ai entendu au total environ une trentaine d'espèces. Pour avoir une telle diversité, on est pratiquement forcé d'aller dans des environnements qui sont des environnements extrêmement riches et variés comme celui-ci. Sur les hauts de Vevey, c'est un spot que les observateurs d'oiseaux gardent secret, un peu comme les champignonneurs. Toujours à l'aube, Jacques Pittelou traque les oiseaux, nos oiseaux de Suisse, qui sont plus beaux, plus colorés, plus nécessaires à notre survie qu'on ne pourrait le croire. Le chardonneret, c'est un petit bijou, c'est une petite merveille avec des couleurs absolument spectaculaires et dont on voit aussi les effectifs baisser en raison des changements de biotope. C'est toujours un plaisir d'entendre son chant tout à fait typique. C'est comme un petit ruisseau de son très très beau. Imaginez un printemps où on n'entendra plus le chant des oiseaux, sauf peut-être les corneilles et les pies. Imaginez un monde dans lequel toutes ces couleurs, toutes ces variétés, toutes ces formes, tous ces comportements auraient disparu au profit de quelques espèces assez parasites dont la nôtre. Un monde sans nature est un monde
très triste, c'est un monde gris, c'est un monde sans poésie. Et un monde sans poésie, c'est pas beau.